Salut à tous, épisode 16 Gazprom, on va terminer les classiques et ensuite attaquer le Giro. Ici, je vous proposais le tout début de Giro avec Attila Valter, Galkuk et compagnie. Et on se souvient tout de même du fait majeur de l'épisode précédent, c'était ce final assez haletant sur Paris-Roubaix où finalement tout le monde pouvait avoir sa chance, comme l'avait attesté la victoire de Pedersen, et puis crevaison conjointe quasiment de Sagan et surtout Moscon dans le final, qui fait qu'après ça s'était expliqué au sprint, et finalement victoire venue quasiment de nulle part de Mats Pedersen devant Oliver Nassen, mais surtout Van der Poel et Van Aert qui sont un petit peu refaits sur ce coup-là. Bon, écoutez, donc Paris-Roubaix, ça ne s'est pas idéalement passé. On avait connu auparavant un petit peu plus de chance sur l'Amstel Gold Race. Et puis on avait également eu un Tour des Flandres qui était, un petit peu frustrant parce qu'on avait laissé passer la bonne attaque. La bonne attaque, c'était assez loin de l'arrivée. 3 hommes s'étaient dégagés, Asgreen, Van der Poel, Van Aert, pour une victoire finale de Van der Poel. Donc, les hommes en forme cette saison, c'est vraiment Pidcock dès qu'il est en conditions favorables, comme l'avait montré sa victoire sur Milan-San Remo. Van der Poel est quand même très très présent. Il y a eu beaucoup de victoires sur Paris-Nice, il y a eu les Strade Bianche, il y a eu un certain nombre comme ça de victoires assez significatives pour lui. Ronde 2, voilà, on vient de le dire. Et puis après, il y a un homme qui a débloqué son compteur juste 2 semaines, non, plutôt 10 jours plus tôt, par rapport à cette flèche wallonne là, dont on commence à voir les images. C'est Lutsenko avec son maillot de champion du monde qu'on croyait quasiment maudit pendant un petit temps et qui s'avère enfin peut-être en reprise de confiance. En tout cas, je rigole à peine, hein. Le moral joue dans ce jeu, et quand les coureurs sont en disette, ça peut générer des formes un petit peu moins bonnes, des formes du jour, et étant donné qu'on se prend un petit -1 de morale. Bon, ça n'est pas le cas pour Lutsenko, puisqu'il s'est refait la cerise précédemment, et proposé ici une stratégie d'équipe. On va identifier rapidement qui est très en forme, qui l'est moins. Considérer que Biryukov, qui aurait pu avoir un petit rôle très intéressant sur ce type de course, il ne va pas être dans un très bon jour. Michael Gogel, à la limite, même à -4, ça reste un excellent équipier. Et puis, Gianni Moscon ou Alessandro Covi, pour ce qui est d'emmener le plus loin possible Alexei Lutsenko. La question se pose, puisque Moscon, même à -1, reste une valeur sûre. Et Covi, on l'a vu, est capable de grandes choses, notamment sur le Giro de l'année qui avait précédé, où il avait été notre plus jolie réussite. Alessandro Covi, donc, avec un vrai rôle à jouer dans le final. On est sur du parcours, un variant assez récent ici, et on s'aperçoit qu'il y a aussi des cassures qui s'opèrent. Il y a des gros coureurs, là, notamment Egan Bernal, voilà, qui rentraient, mais qui ont dû faire quelques efforts, se consommer un petit peu. La stratégie, d'ailleurs, Ineos Grenadier est à observer de près sur cette flèche wallonne, parce que je les trouve très très actifs en tête de peloton, et ils sont vraiment incisifs. Ils durcissent la course, et puis on peut se demander également, regardez ici, on se prend aussi une petite cassure, c'est à notre tour d'en subir une. Après, heureusement, passage au mur de 8 à venir, voilà, ce qui veut dire qu'on a la possibilité toujours de recoller. Après, il faut arriver à se frayer un passage. Vous apercevez le maillot de champion de Belgique un petit peu plus haut de Wout van Aert sur la gauche de la route ici. Voilà, il est secondé par Benoît notamment. On verra également Dumoulin présent sur ces classiques pour porter aussi son soutien à l'ami Van Aert. Roglic, je crois, est également aligné ici. Et puis là, on a mangé une sérieuse cassure en sortie de mur de 8. Alors, surtout pas commencer à paniquer.
nous sommes encore très très loin de l'arrivée, il y a encore une cinquantaine de kilomètres, ce qui fait que, oui en fait, hein, vous voyez dans le mur de Huy, on n'a pas réussi à récupérer la cassure, même si on avait recollé dans un premier temps, derrière sur la réaccélération, sur la relance, ça nous a été un petit peu préjudiciable. Après c'est pas grave, parce qu'il nous reste encore des équipiers de type Vinkovic ou Tadic, les deux Serbes là qui sont les recrues du Mercato 2000, enfin de l'août précédent, parce que là je crois que nous sommes en 2023, donc août 2022. Et voilà, histoire de permettre à Lutsenko et à Kovi, ainsi que Moscon, de recoller sans problème et d'absorber un petit peu cette cassure qui s'était faite sans se consommer outre mesure. Par contre, il y en a 3 qui ont déjà donné tout ce qu'ils avaient à donner. C'était prévisible, hein. Gogol, Biryukov, puis à un degré moindre Vinkovic, à qui restait pourtant un petit peu de barre. Regardez, ça relance encore un petit peu là. C'est assez violent. Il y a pas mal de relances. Il y a Ineos Grenadier, hein, toujours qui fait un gros boulot. Jumbo Visma s'accroche comme ils le peuvent. On aperçoit également ici, moi je choisis de laisser Gaudu travailler, ainsi que les équipiers de Pogacar. Non, c'est les Trek là qui faisaient également l'effort. Voilà, allez, on reprend. De toute façon, on savait bien que ça n'allait pas aller au bout nécessairement à ce moment-là. Il y a moyen d'absorber comme ça des petites cassures. Formolo travaille très très certainement pour Pogacar, il faut le souligner. Et puis là, attention, petite relance, on ne se fait pas piéger. Oui, encore Ineos Grenadier, il y a 2 coureurs qui sont très 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 présents. Je crois qu'il y a Yates qui est vraiment en très bonne forme. On a Pidcock, hein, qui est quand même toujours concerné par ce type de course-là. Attention, il y a vraiment du monde et il va falloir essayer de ne plus subir la moindre cassure, parce que là maintenant on est dans le final. Il va y avoir encore le passage de la côte d'Eref ici, avec accélération de Cosnefroy qui a essayé de sortir avec son joli maillot de champion d'Europe. Derrière la contre-attaque, et oui, parce que Warren Barguil est dans une très très belle saison, donc il est chez Bahreïn. Hein, Warren Barguil, on l'a déjà vu s'illustrer, hein, dans cette saison-là, que ce soit sur le Grand Prix cycliste La Marseillaise en tout début de saison, ou bien le Paris-Nice. On a vu du bon Barguil, et apparemment il maintient un bon niveau de forme. Sepp Kuss a été aperçu comme faisant partie de ceux qui s'accrochent, travaille pour Van Aert ici, il le protège. Et puis je crois qu'il est le moment de se porter à l'avant, et j'ai fini par faire mon choix, voyez-vous. Je me suis dit que c'était, oh là là, au moment où il y a encore une accélération qui est portée ici par Cosnefroy, le moment de faire son choix, à savoir plutôt Moscon, qui travaillera pour Lutsenko, mais en laissant Kovi dans la roue, en essayant de faire un petit travail d'équipe sympathique. On a ici une belle petite difficulté dans laquelle on va essayer de profiter pour balancer de l'effort maximal avec Moscon. Derrière, il suffit que ça lâche un petit peu pour nous provoquer une cassure positive cette fois. Enfin, Van Aert s'accroche tant qu'il peut à Lutsenko, mais c'est bien délicat. Kovi maintenant a une seule mission, c'est de lâcher Lutsenko le plus tard possible près de la ligne pour essayer de faire en sorte que le Kazakh puisse utiliser toute sa barre le plus tard possible. Ça voudrait dire qu'il en reste, et ça voudrait dire surtout, alors qu'on est repris, mais c'est pas très grave, regardez, Kovi va finir son effort et on va décider de lâcher Lutsenko ici pour, ici regardez, passer devant Julian Alaphilippe notamment et s'imposer au sommet du mur de Huy. Donc là, écoutez, on va pas faire de fausses pudeurs. Cette victoire m'a enchanté parce que déjà, victoire sur la flèche wallonne, c'est pas très souvent que je vous propose ça. C'est même... allez, hein. Je ne sais même pas si je gagne une fois sur 4, en vérité, sur cette course-là. Je parle avec une équipe qui n'a pas Alaphilippe, hein. Évidemment, parce que les De Koning Quick-Step, c'est sûr que c'est pas pareil, mais sans avoir un mutant du cyclisme, c'est une victoire, là, franchement, pour laquelle j'ai beaucoup de satisfaction. Surtout qu'elle était acquise ici par
un très joli travail d'équipe, Moscon, Kovi, qui ont énormément bossé pour mettre Lutsenko sur orbite pour que le Kazakh termine le boulot un petit peu comme un buteur au football viendrait sanctionner d'un petit plat du pied à quelques mètres de la cage quasiment vide. Un travail de passe formidable avec des décalages et tout ce qu'on peut imaginer. En tout cas, il y a un vrai joli travail d'équipe sur ce coup-là et rien que ceci me satisfait au niveau de la campagne de classique au moment d'aborder tout de même Liège-Bastogne-Liège. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'avoir quelques pensées ambitieuses puisque on vient de s'imposer à l'Amstel 2 semaines plus tôt désormais. Puis sur la Flèche Wallonne 4 jours plus tôt. Pourquoi ne pas envisager un totalement dingue triplé ardennais pour Alexei Lutsenko? Au final, ce serait assez formidable. On va donc essayer de tout faire pour s'accrocher à cette idée-là. Lutsenko en forme 0, donc on est assez proche des conditions de la Flèche Wallonne quelques jours plus tôt. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme forme positive? Peut-être Tadic. C'est pas exceptionnel, hein, mais ça peut peut-être le faire. Parce que ce que j'ai remarqué dans ces classiques, c'est que les préparations n'étaient peut-être pas forcément optimales chez tous les favoris. Ce qui fait que ça nous laissait une chance tout de même d'exister, puisqu'on se retrouve presque tous à égalité, c'est-à-dire sur des formes du jour qui sont relativement neutres. Donc c'est une petite caractéristique de cette campagne de classique-là, par rapport à d'autres types de parties sur d'autres versions de PCM, où on se rendait bien compte qu'il y avait un facteur forme du jour qui était totalement déterminant, et en l'occurrence là, c'est pas vraiment le cas. J'insiste avec ces histoires de forme du jour, hein, faut pas m'en vouloir, mais je pense vraiment que c'est le nerf de la guerre sur ce jeu. Soit vous avez un plus 4 ou un plus 5, et à ce moment-là, votre coureur a réellement des ailes, et soit vous êtes sur des formes du jour proches de 0, et à ce moment-là, il faut essayer vraiment de penser les choses différemment. On peut moins se permettre d'attaques lointaines ou de cartouches utilisées à mauvais escient, hein. On a véritablement une seule cartouche à partir du moment où on est sur ces formes-là, et donc il faut essayer de la jouer au moment de la tirer, donc au meilleur moment pour nous stratégiquement. Meilleur moment qui, a priori, sur Liège-Bastogne-Liège, dans cette version-là, doit nécessairement être soit sur la fin de la roche au faucon, soit sur la petite zone plus plane qui suit la roche au faucon au moment où tout le monde est éventuellement épuisé. Voilà, en tout cas, c'est un petit peu ça si je devais dégager une petite astuce tactique, tiens, on aperçoit Jean Almeida, une petite astuce tactique par rapport à Liège-Bastogne-Liège dans cette version-là, c'est-à-dire post-2000, que je dise pas de bêtises, post-Full Sang, donc post-2019, me semble-t-il, on s'aperçoit que c'est vraiment sur ces endroits-là, fin de roche au faucon ou replat derrière, que des différences peuvent se faire, parce qu'ensuite sur la descente, il y a une relative neutralisation de la course, et très souvent un sprint à plusieurs qui peut se dessiner avec le jeu des virages, etc., etc. Donc, tenir bon dans toutes les difficultés qui précèdent, ça a été le cas sur le col du Rosier. Attention, le col du Rosier est toujours un endroit qui écrème énormément le peloton. Alors ensuite, ici on est dans la redoute. Attention, la redoute, ça peut aussi partir, mais très très souvent, quand quelqu'un part dans la redoute, ou s'ils partent à 2 ou 3, ça peut aussi signifier qu'ils se sont consommés un petit peu trop rapidement. Donc c'est pas forcément toujours très négatif de voir un gros favori essayer de partir seul dans la redoute. Ce sera pas réellement le cas ici, puisque on a juste Formolo qui travaille très très fort pour Tadej Pogačar, mais pas davantage. Côte des Forges, ensuite, là aussi il y a une accélération très très fréquemment. On perçoit Mark Hirschi qui a les fourmis dans les jambes, ainsi que Thomas Pidcock. On a aussi vu un équipier Ineos Grenadier, mais rien ne bouge réellement. Attention, attaque de Julien Alaphilippe. Et ouais, il est là. Attention à Julien Alaphilippe, parce que c'est peut-être un très très beau moment pour décider de partir ici. On voit que certains équipiers de leaders font l'effort. Il faudra toujours avoir un œil dans ces cas-là sur David Gaudu. On sait qu'il est très dangereux
sur ce final de Liège-Bastogne-Liège. Il a les qualités pour l'être. On a repris Julien Alaphilippe. C'est une quarantaine d'hommes qui se présentent en bas de la Roche au Faucon. Allez, on y va. Effort curseur Moscone pour essayer de mettre Loutsenko dans les meilleures conditions. Là encore, on ne se cache pas, c'est pour Loutsenko qu'on va jouer. Alaphilippe a fait une petite différence. Derrière, ça résiste, tant mieux. Kuss, Mohoric notamment. Mollema qui en plante une. Et on va essayer, nous, de revenir en effort curseur avec Gianni Moscone. Le but étant d'être regroupé au sommet de la deuxième partie de la Roche au Faucon. On a vu Van Der Poel aussi qui a fait son retour. Allez, Gianni Moscone pour essayer d'allumer tout ça. On est sur la barre jaune. Et est-ce qu'on tenterait pas un petit quelque chose? Départ de Loutsenko avec Alaphilippe également dans sa roue. Alaphilippe en avait gardé sous la pédale. Maintenant, il y a un groupe de poursuivants. On n'a pas vraiment envie que ça arrive au sprint. On préférerait que ça arrive à deux pour essayer de jouer avec Alaphilippe. Je passe donc un relais très très important pour éviter de se faire reprendre parce que sinon c'est en train de revenir là. Regardez, ça revenait sous l'impulsion, je ne sais plus si c'était Bernal je crois, qui faisait l'effort pour Pidcock. Et derrière, voilà, on a assumé un relais important. Désormais, l'arrivée pourrait se jouer à deux hommes. On va essayer de conserver la roue d'Alaphilippe et surgir au moment qui nous paraîtra le meilleur. Allez, c'est parti. Flamme rouge. Oh là là, il accélère, Julien. Il accélère terriblement. Flamme rouge. Il faut sprinter, Loutsenko. Il faut sprinter. Et regardez, c'est marrant, hein. Moi aussi, j'y ai cru. Moi aussi, j'y ai cru. J'ai cru qu'on était passé devant Alaphilippe qui avait peut-être tout donné jusque-là. En fait, ça n'est pas le cas. Alaphilippe a eu ce sursaut qu'ont parfois les superstars du cyclisme à des moments où on les attend le moins sur PCM. Hein, je pense à des arrivées au sommet parfois, vous savez. Vous avez le type qui est sur une cinématique de coureur en perdition, et puis il nous sort quand même un sprint et il nous coiffe au poteau. Bah là, c'était plutôt en fait Alaphilippe qui s'était pas encore relancé derrière le virage. Voilà. Donc, très très jolie victoire pour Julien Alaphilippe. Nous sommes tout de même deuxième, ce qui est loin d'être honteux. Le coup est passé très très près. Ah, par contre, je ne sais pas si ça se représentera. Hein. L'opportunité d'aller faire comme ça un triplé ardennais, ça demande tellement de conditions favorables que c'était peut-être la seule fois de la carrière où on avait cette possibilité. Après, c'est pas très grave. Il y a déjà 2 belles victoires. Et puis, il y a cette jolie deuxième place. Sur le final, ouais, je recalais un petit peu la vidéo avec un petit montage. Moi, ça me semblait pas mal hein, jusque-là, en fait. Ça me semblait bien géré ici. C'est-à-dire qu'on ne se consommait pas outre mesure, même si évidemment on pioche dans la barre. Hein. Et en plus, avec Julien Alaphilippe qui travaille tout seul, c'était pas si mal que ça. On est amené ensuite à le reprendre. Et là, il a l'intelligence de s'économiser le bougre. Et est-ce qu'il fallait attendre un petit peu? C'est ça que je pose comme question. Peut-être attendre encore 500 mètres de travail de Moscone avec sur sa barre jaune, juste en effort curseur, pour ensuite surgir. Je suis même pas certain, en fait. Je suis même pas certain que c'était le bon moyen de battre Julien. Et puis sinon, il y avait aussi ne pas passer. Mais je suis à peu près certain que ne pas passer en relais, là, pour relayer Alaphilippe, je ne suis même pas certain que ne pas passer l'aurait écarté de la possibilité de garder encore suffisamment de barres pour nous planter sur le sprint. Après, intrinsèquement, Alaphilippe, il a quand même plus d'accélération, il a une meilleure note de sprint également, et une meilleure note de descente. Voire même une meilleure note de plaine, non, je pense peut-être pas quand même. Donc, bon, bah, à l'arrivée, on n'est pas loin. Ouais, ça se joue sur pas grand-chose. C'est assez intéressant. Et puis, ben, ça fera un souvenir de plus. Voilà. Donc, le seul hic aura été Paris-Roubaix au niveau des objectifs du sponsor. Là, maintenant, il reste un bel objectif de podium sur le Giro. Ensuite, il y aura des objectifs Tour de France, Vuelta, Lombardie. Ce qui fait qu'au niveau des objectifs, on a quasiment traité l'essentiel
de la saison avant d'attaquer comme ça la suite. Alors je n'ai pas joué le Tour de Romandie. Je vous avoue, sur le Tour de Romandie, j'avais juste choisi une partie des coureurs alignés ensuite sur le Giro. Je les avais choisis pour être finalement en phase finale de préparation du pic Giro. Et donc accumulation 2 jours de course pour certains. Je n'ai pas joué, j'ai plutôt simulé. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est la phase 1 des dossiers, puisque traditionnellement, voilà, au 1er mai, nous avons la phase 1, c'est-à-dire la première possibilité de prise de contact avec quelques coureurs qui seraient en fin de contrat et qui pourraient nous intéresser, et qui également pourraient cadrer dans l'équipe, et qui aussi pourraient être recrutés parce qu'on aurait le budget. Le dernier point est déjà légèrement plus délicat, parce que bon, on ne peut pas aller chercher qui on veut, on est très très limité salarialement. Toutefois, pourquoi ne pas ouvrir tout de même une petite discussion avec un ancien de la maison, Alexander Vlasov, ou avec le franco-russe Pavel Sivakov, qui peuvent être 2 des cibles les plus, intéressantes quand même, qu'on puisse avoir. Après, voilà, il y aura ce petit jeune, Vladimir Zaitsev, qui s'annonce, il est en Gazprom U23, qui s'annonce comme quelqu'un qu'on évidemment signera avec un contrat pro. Puis après, je vous avoue que j'ai pas de marge pour aller convoiter ne serait-ce que un coureur à même 25-30 000 de salaire qui pourrait nous apporter autre chose, petit complément, je dirais, de qualité. Vlasov, en tout cas, est une jolie cible. Et puis, si je dois tout de même faire un choix entre les deux, j'irai plus sur Sivakov, non pas que je le préfère, mais qu'en fait, Sivakov a un statut un peu inférieur à celui de Vlasov, et donc il y aurait peut-être une chance pour lui proposer un contrat à moindre coût, parce que c'est encore une fois, on parle d'argent, mais c'est vraiment l'aspect essentiel. Vous voyez, j'ai 600 000 de petites bulles d'air là pour survivre, parce que je suis en léger déficit tous les mois avec le staff, avec comme ça quelques dépenses diverses et variées. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de couler la saison suivante financièrement. À partir de là, je ne peux pas tout me permettre. Nous attaquons donc maintenant le Giro, après avoir simulé la Romandie, sur laquelle pas grand-chose ne s'est passé de significatif. Nous avons dans l'équipe Walter évidemment, Kuk, puis après Rodionov, il faudra quand même le regarder, parce que sur Paris-Nice, il avait été assez brillant. Et puis après, ce sont des coureurs un petit peu moins connus. Quand même connaît l'ancien d'Astana, Tiberi. Mais bon, à voir. C'est l'Astana ou le Trek? Tiens, un petit doute. Plutôt Trek d'ailleurs. Mais ça nous laisse des possibilités. Vous allez voir ces équipiers-là. Il y en a un que je voudrais signaler comme étant potentiellement intéressant sur des étapes où on ne l'attendrait pas nécessairement, c'est Mikheyev. Mikheyev est un coureur qu'on pourrait voir choper un sprint le jour où les tout meilleurs ne sont pas dans leur meilleur état. Hein. Alors que quelqu'un comme Kostin, de la même manière que quelqu'un comme Novikov, seraient plutôt des coureurs qui nous soutiendraient dans un terrain montagneux, vallonné. On s'aperçoit qu'il y a quelques chutes, il y a quelques petite malchance pour certains des favoris de ce Giro. On ne les a pas encore nommés à ce stade-là. On a aperçu en tout cas Dumoulin, tenant du titre, puisqu'il s'était imposé l'année précédente sur le Giro. Il y a également Miguel Angel Lopez pour le compte de, oui, je sais, ça fait rire à chaque fois, la Groupama FDJ. Donc, oui, c'est un transfert qui avait été fait déjà une année précédemment, que l'arrivée de Lopez là-bas, Superman. Et puis, tiens, c'est l'occasion d'avoir un petit mot. Comme vous tous, j'ai vu on parle de Colombie, hein, c'est pour ça que je fais l'association d'idées. Comme vous tous,
j'ai accueilli avec beaucoup de tristesse la très sérieuse blessure suivie d'une opération sur des zones extrêmement, extrêmement importantes pour un sportif de Egan Bernal, hein, bien évidemment. Donc ça nous touche plus près du réel. Beaucoup de tristesse d'apprendre cela parce que on avait déjà, pour parler du côté sportif des choses, alors qu'on voit Bauhaus qui s'impose d'un cheveu sur Tim Merlier et Caleb Ewan ainsi que Jacobsen, Hodge, etc. On a ainsi une saison pour Bernal qui est foutue par terre puisque très honnêtement fin janvier là on peut déjà être très très inquiet sur la récupération de ses moyens par le coureur. Alors certains très, très pessimistes disent un jour, est-ce qu'il reviendra un jour à son meilleur niveau. D'autres moins pessimistes disent déjà que pour le Tour de France cette année c'est déjà fichu. Et puis bon, écoutez, moi je suis parti des amoureux du cyclisme et puis j'ai pas de jugement sur telle ou telle équipe et puis tel ou tel coureur parce que c'est pas je vois pas pourquoi j'aurais à faire ça. Donc gros regret en tout cas pour l'intérêt de la compétition hein, dans son ensemble et soutien, même s'il s'en fout complètement, soutien pour sa future rééducation à Egan Bernal. Voilà, c'était un petit mot en passant. On a donc vu que pour revenir sur ce Giro, qui est un Giro, je ne l'ai pas rappelé ici, donc je vais le rappeler pour remercier également, dans l'absolu, Léon 40, hein, qui est un créateur de variants assez faramineux. En tout cas, tout ce qu'il a produit et que j'ai déjà regardé était juste sensationnel. J'ai donc choisi son Giro qui part de Slovénie, c'est amusant. Slovénie, le pays de Galkuk, dans la partie. Il part de Slovénie, ce Giro, et puis ensuite il va rallier l'Italie. Je crois même qu'il y aura une petite incursion en France à un moment donné, c'est amusant. Mais un Giro qui s'annonce à la fois très difficile, mais à la fois aussi très très bien tracé, et quasiment digne d'être un Giro disputé IRL, tellement les choses sont bien pensées. Ici, c'est amusant. Derrière une petite difficulté finale et très courte, nous avons ici une arrivée en sprint descendant. Et c'est Caleb Ewan qui va ici s'imposer de nouveau devant Tim Merlier, donc deux fois deuxième Merlier. Puis là, j'avais quand même tenté un petit coup pas très joli, je l'avoue. C'était de sprinter avec mon Walter à moi, qui est quand même un fort bon descendeur. Hein, donc à partir de là, il y avait quelque chose à faire. Allez, 4 secondes volées par-ci. Ça va pas non plus changer la face du Giro, probablement. Le maillot est désormais sur les épaules de Caleb Ewan. Caleb qui prend ici donc la Maglia Rossa, mais il va vite l'abandonner. Regardez, 30 km de contre-la-montre par équipe. On ne s'attend pas tellement à ce que l'Auto Soudal vienne s'imposer sur ce type d'exercice. Et puis surtout, qui dit contre-la-montre par équipe dit nécessité de gestion de la chose. Et franchement, c'est pas évident. Alors moi, je suis parti en fait sur le fait que le standard est à 85, le standard d'effort. Dès lors que vous êtes au-dessus de 85, vos coureurs vont manger dans leur réserve de barres. Mais en même temps, l'objectif, c'est aussi de la consommer, cette barre. Il ne faut pas non plus rester là avec plein de barres à l'arrivée. Le but, c'est quand même de consommer. Le but, parfois, pourrait être également de sacrifier 2 ou 3 coureurs, puisque de toute façon, le temps de l'équipe va être basé, en tout cas le temps du leader, va être basé sur le 5e temps, en tout cas le temps du 5e coureur à franchir la ligne. Donc il n'y a pas une nécessité absolue de terminer à 8, hein. Mais il y a nécessité aussi d'essayer d'optimiser sur les temps de relais. Alors donc, vous voyez que en cours de contre-la-montre, ça c'est un truc que je vais faire un petit peu évoluer. Il y avait le choix de départ et puis il y a également l'adaptation en cours de contre-la-montre
vous avoue que je me suis pas tellement intéressé au matériel. C'est marrant, le matériel, c'était quelque chose que je peaufinais toujours. Par exemple, à l'époque de PCM 11, PCM 2011, j'avais l'impression à ce moment-là que le choix du matériel avant, notamment un contre-la-montre, pouvait s'avérer déterminant. Et j'en ai tellement eu peu l'impression au cours des derniers opus que je me suis progressivement désintéressé de la chose, même si pour autant c'est un aspect intéressant. Regardez, il est en train de se passer quelque chose qui est mine de rien déterminant pour ce Giro, c'est la mauvaise organisation d'Ineos Grenadier qui fait que Sivakov, bien que présent avec Ganna notamment dans les 4 qui sont, on va dire, qui fonctionnent bien, va devoir se manger une pénalisation de temps puisqu'il y a un groupe de 2 derrière chez les Ineos Grenadier et un autre groupe de 2. Donc c'est la cata. Honnêtement, en arriver là, ça veut dire qu'on a géré de manière complètement dégoûtante. Donc pas bravo le jeu d'avoir aussi mal géré les Ineos Grenadier, puisque ça va donner un déficit quasiment d'emblée dans ce Giro à quelqu'un qui pouvait être un concurrent sérieux pour nous, à savoir Pavel Sivakov, puisqu'apparemment c'est lui le leader de Ineos Grenadier sur le Giro. Puis nous, par contre, on continue notre bonhomme de chemin, hein, on essaye de s'épuiser, entre guillemets, même si vous voyez que je ne suis pas en train de vider les barres. On va arriver avec un verdict qui sera assez simple, c'est qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux dans l'optimisation des barres des coureurs. On aurait pu faire mieux, mais on aurait largement pu faire pire. Et ça, du coup, je vais m'en contenter. On arrive à 25 secondes de Jumbo-Visma. Attention, Jumbo-Visma très très solide sur ce Giro. On va s'en apercevoir assez rapidement. Il suffira de regarder les noms des gars qui vont revêtir les maillots, en tout cas le maillot de leader pour le moment. IF1, en tout cas IF Education Nippo, aura été aussi très très présent sur ce coup-là. Attention à Sergio Higuita, qui a été donc bien replacé à l'avant. Et on va s'apercevoir aussi que c'est Pierre Latour qui va revêtir la tunique rose à l'issue de l'étape 3. Donc attention à Latour, on a déjà vu qu'il pouvait être assez fort. Il est chez Jumbo-Visma. On va pas le mésestimer. Mais il y a quand même une étape ici qui va servir de premier juge de paix pour essayer de détalonner les valeurs des uns et des autres. Attention, il y a aussi des pics qui peuvent être décalés. Moi, je vois dans mon équipe, j'ai fait exprès de décaler les choses en retirant quelques jours de course à Walter par rapport à Kuk, en fait. Parce qu'il me semble que sur ce Giro de Léon 40, il est beaucoup plus important de limiter la casse au début et d'être sous pic de forme à la fin que l'inverse. Il vaut mieux partir modérément et arriver peut-être tambour battant. En tout cas, c'est mon calcul pour mon leader Attila Walter. Et petite chute des fois et tout, c'est assez mouvementé. C'est mouvementé. Moi, j'ai surtout pas envie de perdre Rodionov, parce que perdre Rodionov, ce serait perdre ma 3e force de cette équipe-là. Ça va pas être le cas, fort heureusement. Mais on n'est pas à l'abri sur la moindre chute que le type ne reparte pas, bien évidemment. Donc surtout pas sur Rodionov, ni sur Kuk, ni sur Walter. Puis là, voilà, vous avez vu, on a déjà une très très jolie ascension. On est toujours en Slovénie. 4 premières étapes se sont déroulées en Slovénie. Attila Walter est vraiment peinard, en 15-20e position, 15e environ. Derrière, on a aussi Kuk qui ronronne. On essaie toujours de se porter aux avant-postes au cas où. Vous avez vu, il y a Bisseger, un coureur assez appréciable, qui travaille aux avant-postes pour le compte d'IF1 et donc de Sergio Higuita. Gros travail également du team Jumbo-Visma qui assume bien le maillot de la Tour. Et grosso modo, pas trop de dommages, même si le peloton s'est quand même pas mal réduit, mais
Il n'y a pas de principal favori en difficulté à ce stade-là. On va attaquer une ascension déterminante pour la fin de cette étape 4 et pour la suite de ce Giro, puisque ça va nous positionner un petit peu tout le monde. Sivakov, vous avez vu, qui malheureusement pour lui accuse du retard, a essayé de lancer les hostilités relativement loin du sommet. On va pas avoir de mal à le reprendre. On va aussi être en mesure de faire travailler nos équipiers. Ça va être le cas pour Gal Kuk, à qui je vais demander de beaucoup travailler, parce que Rodionov s'était épuisé dans le fait de reprendre, je dirais, la roue de ses leaders. Donc on est obligé de faire travailler Kuk. Et puis je me dis aussi que ça peut être une bonne manière de durcir la course, de faire bien travailler Gal Kuk, puis après de le reposer sur d'autres séquences, puisqu'on voit que Movistar ou alors EF1 par l'intermédiaire de Paules a aussi des intentions et assume son statut. On reste en embuscade, et puis à d'autres moments, on va pas hésiter non plus à refaire un petit peu d'effort curseur comme ici, à un petit peu plus de 7 km de l'arrivée. Je vais essayer de me repositionner là, voilà, ça va prendre quelques hectomètres, j'allais dire. On va essayer de se remettre un petit peu en tête pour essayer d'éliminer. On voit qu'il nous reste de la barre. On a du bonbon Kuk à plus 4. On a un Walter à plus 2, puisqu'il n'est pas encore sous pic, mais il a quand même toujours le facteur de récupération. Il a l'objectif également, donc le plus 2 est environ mérité. Et regardez-moi ça. Kuk va faire un petit peu le ménage dans ce début de Giro. Va éliminer quelques-uns des coureurs du groupe. Attention à Matteo Fabro, on l'avait déjà vu très fort sur le Giro qui avait précédé dans la partie. On a également la présence de Marc Padoun. Paris-Peintre s'accroche. Sivakov également au moment où Higuita en plante une. Attention, il est solide le Colombien. Higuita plante une accélération à laquelle on va essayer de répondre, mais on commence à être un petit peu en difficulté. Nous, on est à court de barre. Donc, c'est pas évident tout ça. On va essayer de coller à la roue de Sergio Higuita. Vous voyez, les plus forts sont là. Les plus forts de ce début de Giro, bien sûr. Pas de Jumbo-Visma. C'est quand même un truc à signaler. Lopez, légèrement décramponné. Kuk, plus en jambes que Walter sur cette étape 4. Fabro fait partie des victimes, tout comme Kuk, Sivakov et Walter, d'une accélération phénoménale d'Higuita sur la toute fin de cette ascension. C'est donc une victoire pour le Colombien assez nette et assez méritée, avec tout de même des places d'honneur pour nous et un Lopez qui s'accroche. Alors pauvre Lopez, lui aussi, comme Sivakov, était victime d'un très très mauvais contre-la-montre par équipe à l'étape 3, ce qui avait donc donné forcément beaucoup de frustration pour le général, pour la Groupama FDJ, c'est dommage. Peut-être qu'Henrik Mas peut encore s'accrocher et avoir une place d'honneur, et peut-être envisager autre chose par la suite. Buchmann, c'est pareil, il fait partie aussi de ceux qu'on regarde. Voilà, grosso modo, on a un plateau qui est pas dégueu, en théorie. Regardez, Dumoulin ici qui arrive. Déjà, voilà, pour Jumbo-Visma, c'est fini. Le truc est déjà morné. Il paraissait très fort, mais d'ailleurs, je me disais, c'était vraiment sincère. Je me disais, la tour avec Dumoulin, ça peut faire en fait une très très bonne association et ils peuvent nous mener la vie dure, puisque nous, on n'a que 79 en montagne, le max. Donc on peut souffrir très très nettement face à ces coureurs-là. En fait, non, le principal danger semble s'appeler Higuita. Et l'autre principal danger, à la limite, s'il fallait hiérarchiser, pourrait s'appeler Sivakov, au cas où ce dernier accumulerait les bonnes ascensions par la suite. Ça pourrait être un facteur intéressant. Attention à Mas, attention à Fabro. Après, ce sera plus dur déjà pour Buchmann, pour Bilbao, ou allons plus loin, même pour Van Houck. Donc, Higuita en rose, c'est déjà intéressant, on a un leader inattendu. Et
Puis que vous dire, bah, c'est que quand même j'ai un peu d'interrogation sur ce début, parce que je trouve qu'il y a quand même des drôles de différences qui sont faites assez rapidement. Bon, espérons que ça nous gâchera pas la suite. Voilà, je vous dis à plus. Excellent week-end à tous. Bye bye.